commence parce qu'on a oublié d'enregistrer. Donc, c'est notre septième leçon aujourd'hui et le titre général de le thème général même de cette leçon numéro 7, c'est ce livre, Guérir l'anxiété. J'avoue franchement que c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien et que ce soit le livre ou bien le CD qui est avec et qui a eu un succès au Liban. Moi, j'ai écrit un article sur ce livre et toute la quantité que euh, Jacques m'a envoyée a été vendue vite fait et les gens ont vraiment réagi positivement avec ce livre parce que d'abord, il traite d'un sujet assez intéressant et pratique. Tout le monde sont ou passent par une anxiété, même une angoisse, dans une ou une autre phase de sa vie. Ça, c'est un. Deux, avec le CD, vraiment, c'est une approche assez pratique et assez riche et elle a enrichissante pour quelqu'un qui est euh, soit qui est psychothérapeute, soit qui est dépressif. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de questions à poser là-dessus. C'est ce que j'ai essayé de préparer, mais avant de commencer notre débat, je passe la parole à Monsieur le professeur Jacques Vigne pour nous guider dans une méditation. C'est vrai que, comme m'a dit Geneviève, on n'est pas très nombreux, mais à cause peut-être des vacances qui ont commencé, à cause aussi de maintenant la pandémie recule, donc les gens aiment sortir. Mais qu'importe, parce que l'essentiel, on est en train d'enregistrer tout et ces enregistrements ont commencé à être disponibles sur YouTube. Chaque leçon, vous la trouvez sur le canal dont je vous ai indiqué. C'est en mon nom et je vais le réécrire là encore une fois. Et si vous vous abonnez, c'est un abonnement bien sûr gratuit à ce canal, vous recevrez directement et régulièrement tous tous les vidéos qui sont téléchargées. Parmi ces leçons, on a téléchargé, il y a au moins quatre qui sont déjà disponibles à votre disposition. Donc, et ceux qui restent, ils le seront dans les jours qui vont suivre. Je vais vous écrire déjà de nouveau mon nom et comme ça, vous pouvez aller au YouTube. Il y a en plus de ces leçons une quarantaine de leçons donc franco-arabes, là où il y a des méditations guidées en français et en arabe, plus des interviews. Souvent, c'est en anglais, souvent, c'est en arabe, mais il y a toujours au moins une traduction, même si c'est sommaire, française. Voilà. Donc, la parole est à vous, monsieur le professeur Jacques Vigne, pour nous guider dans une méditation. Oui, donc aujourd'hui, ça va être sur l'anxiété et comment s'en sortir. Et donc, on va commencer par le AOM. Et bon, il y a eu une recherche très intéressante à Bangalore par une équipe spécialisée dans la recherche sur le yoga qui a montré que le son AOM diminuait l'activité de l'amygdale cérébrale et donc l'anxiété. Bon, on le savait sans la recherche, mais c'est toujours intéressant de voir des choses confirmées de façon très scientifique, précise par les neurosciences.
Revenir au souffle naturel. Il y a une cause de l'anxiété qu'on voit souvent pas clairement. C'est l'habitude de vouloir changer les choses tout le temps. Pas forcément révolutionner les choses, mais tout le temps faire des petits changements. C'est à la fois une cause et une conséquence de l'anxiété. Et donc un traitement simple, c'est de revenir à un souffle auquel on accepte de ne rien changer. Comme le disait le Bouddha, celui qui n'interfère pas, toutes les formules très brèves, ça demande un peu à être précisé, mais on peut appliquer ça à la respiration quand on suit une des deux méditations recommandées par le Bouddha. Donc là, c'est une méditation sur d'observation pure. On observe purement et simplement le souffle. Et donc, il se rééquilibre constamment. Et on suit ce rééquilibrage sans interférer. Et c'est là qu'on a un sentiment de sécurité qui est au-delà de ce qu'on avait auparavant. Celui qui n'interfère pas est partout en sécurité. Une respiration naturelle et parfois rapide, parfois lente. Vous acceptez ça, parfois ample, parfois superficielle. Vous acceptez, même si la respiration n'est pas relaxée, vous l'acceptez de façon relaxée. C'est une relaxation au second degré et c'est une clé pour eux. De couper une base importante de l'anxiété.
Accepter cette irrégularité du souffle naturel de façon relaxée. À ce moment-là, on sent sécurité, quelles que soient les circonstances, y compris les circonstances de nos états intérieurs. Une phrase qui me revient et qui m'a aidé à gérer mon anxiété avant même que je commence la méditation, ou à peu près à la même époque, quand j'avais 22 ans, c'est quand on n'a rien à perdre, on part toujours gagnant. Voilà, donc quand il y a un lâcher-prise de base, quand on a développé le contentement avec ce qu'on a, tout ce qui arrive en plus est cadeau. Du point de vue logique, c'est facile à comprendre, mais la difficulté, c'est de faire passer ça dans notre fonctionnement émotionnel. Pour avoir un aspect plus apaisant, surtout en début de méditation, en adaptant les formules. Par exemple, quand on n'a rien à perdre, si on groupe par deux, ça fait quand on n'a rien à perdre, on peut faire Om pour arriver à 5. On part toujours gagnant et on fait Om pour arriver à 5. Le cinquième battement de cœur peut être poumon vide ou poumon plein. Donc ça fait un rythme de cohérence cardiaque et on fait d'une pierre deux coups. À la fois on se pénètre de cette formule importante et on a l'expérience physique de paix. Et c'est très important d'associer l'auditif, le sensitif, et si on peut visualiser aussi la situation, une scène où on n'a rien à perdre et on est toujours gagnant, c'est encore mieux. L'expiration a des battements de cœur plus lents que l'inspiration. Elle est elle-même plus lente que l'inspiration. Ça permet de vivre la paix en nous de façon hyper concrète. Donc on continue la formule quand on n'a rien à perdre. On est toujours gagnant avec le rythme 4 plus 1 et ensuite 4 plus 1 de la respiration de cohérence cardiaque. 4 sur l'inspire, un poumon plein, 4 sur l'expire, un poumon vide. Donc on regroupe les syllabes par deux comme ça donne quelque chose d'un genre. Quand on n'a rien à perdre, Om, Om, on est toujours gagnant, Om, Om. Quand on n'a rien à perdre, Om, Om, on est toujours gagnant, Om, Om.
Maintenant, la méthode de base pour l'anxiété comme pour les autres perturbations émotionnelles, c'est de voir les racines corporelles et de les changer. Donc, c'est ce qu'on fait dans le Vedanta, mais on le fait de façon très systématique dans le Vipassana, en particulier le Vipassana de Goenka. Donc, j'y reviens régulièrement depuis 40 ans, le Vipassana en général et celui de Goenka assez souvent. Donc, l'avantage du Vipassana de Goenka, c'est qu'on fait un balayage de tout le corps. Au début, ça peut paraître scolaire, mais on comprend énormément de choses. Voilà, donc là, on a moins de temps, mais on va quand même faire un petit tour dans le corps un peu rapide. Donc déjà, sur son visage, sentir les zones qui sont tendues par l'anxiété et les détendre et sentir l'énergie qui va à côté. Donc ça peut être par exemple l'espace entre les sourcils. Donc à ce moment-là, on va vers la moitié supérieure du front, qui n'est pas tendu quand l'espace entre les sourcils est tendu par l'anxiété. Essayez de sentir ça et de rééquilibrer en fonction. Maintenant, il y a une autre localisation de l'anxiété qu'on connaît tous, c'est la mâchoire tendue. Donc, par contre, il y a d'autres zones qui sont pas prises par l'anxiété, par exemple, la lèvre supérieure et au-dessus. Donc, l'idée, c'est de détendre la mâchoire et de faire passer l'énergie dans la lèvre supérieure et au-dessus. D'ailleurs, il y a là un point qu'on utilise régulièrement dans la méditation bouddhiste et que dans le yoga, on peut appeler Vajradhanta. C'est au milieu de la petite rigole, au-dessus de la lèvre supérieure. C'est une délocalisation. Une autre qui a le même effet, c'est au milieu de la base de la cloison nasale. Donc on sent que l'énergie d'anxiété de la mâchoire tendue monte quand la mâchoire se détend et qu'elle se condense sur un de ces deux points ou les deux, toute la zone de la base du nez et d'au-dessus de la lèvre supérieure. Donc prendre un peu de temps pour sentir ça, avoir un début d'expérience dans ce sens-là. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pratiqué avec ce genre de méthode, donc sauront mieux de quoi je parle. Si la respiration 4+1 à l'inspire ainsi qu'à l'expire continue, vous la laissez continuer. S'il y a d'autres types de respiration plus irrégulières qui viennent, vous acceptez aussi. Maintenant, le focus principal, c'est les zones tendues par l'anxiété et aller vers les zones complémentaires qui ne sont pas tendues vers l'anxiété. Et comme ça, avoir l'effet antidote, anti-anxiété. Maintenant, évidemment, au niveau du cou, on sait tous que quand il y a l'anxiété, il y a un nœud à la base du cou. Donc, faire aller l'énergie vers les zones complémentaires, c'est-à-dire les côtés du cou, les épaules qu'on redresse, l'arrière du haut des omoplates, tout ça, ça dégage la base du cou. Donc, par exemple, on inspire en allant de la base du cou vers les épaules et on expire en mettant l'énergie dans les épaules ouvertes et dans le haut des omoplates et sur le côté les côtés du cou.
ce genre de travail. Maintenant, au niveau du thorax, quand on a l'anxiété, ben on est recroquevillé sur soi-même. Donc l'énergie se met sur le thorax, ça nous rend triste, on est consterné, comme on dit, c'est-à-dire condensé sur le sternum. Et puis ça descend aussi vers le plexus, ça devient compliqué avec le plexus étendu. On connaît tous ces signes de l'anxiété. Donc le traitement, ben, par exemple, faire revenir vers l'arrière la sensation du sternum et du plexus, la ramener à l'axe central sur l'inspire, et puis sur l'expire, la faire aller sur les côtés du thorax, et là on sent une stabilisation qui vient, une transformation de l'anxiété en sérénité. Maintenant, la peur, ça prend souvent au ventre, et on retrouve la même structure, c'est-à-dire on a tendance à se recroqueviller sur soi-même. Donc, il y a des tensions dans les grands droits de l'abdomen qui vont la base du sternum jusqu'au pubis. Et donc, on prend le même système. Sur l'inspiration, on fait aller ces tensions vers l'arrière dans l'axe central de l'abdomen. Et sur l'expiration, on va sur les côtés de l'abdomen. Et ça nous donne du courage. Ça nous donne de la joie. Maintenant, pour terminer, on reprend toutes ces zones entre les sourcils, à la base du menton, les mâchoires. On ramène le nœud à la base du cou, le sternum, le plexus solaire, le pubis, les grands droits.
On les ramène vers l'arrière sur l'inspiration, comme si on ramenait toute la ligne médiane antérieure qu'on vient de décrire sur l'inspiration dans l'axe central, et sur l'expiration, on va vers les côtés du tronc. Et maintenant, on élargit non seulement cherche la sérénité, mais aussi l'altruisme. Donc, on met les deux bras ouverts à 30 degrés, avec les doigts qui touchent le sol, les mains, paumes de main vers l'avant, c'est le geste du don. Et on pousse, on ouvre un peu plus l'éventail qui partait de l'axe central vers les côtés du thorax, et on fait aller l'énergie jusqu'à ces bras en forme de don, qui font le geste du don. Et donc, on transforme l'anxiété en don, en charité, en altruisme. Comme ça fait une méditation complète. On fait une série de respirations comme ça pour mémoriser. Et après, ce sera à vous de pratiquer tranquillement, à vous d'arroser les graines. Voilà, maintenant on fait le home. De nouveau, le home qui dissout toutes les anxiétés. D'abord physiquement, puis ensuite subtilement. C'est important de dissoudre les anxiétés subtiles aussi. Yeah.
On continue avec le home subtil. Même sensation d'unité. Quand on est dans l'unité, l'anxiété se dissout. Mais pour ça, il faut vraiment ressentir l'unité. Et le home aide bien dans ce sens-là, ou les autres chants sacrés. Mais le home est, on pourrait dire, le plus simple, le plus fondamental. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux échanges sur guérir l'anxiété. Alors, merci pour cette belle méditation. C'est une bonne introduction à ce beau livre, d'ailleurs, que j'aime. Jacques, une première question de terminologie. Anxiété, angoisse, inquiétude, dépression, peur, des termes que tu utilises plusieurs fois dans le livre. Quelle différence entre ces différentes expressions psychologiquement et... Oui, donc je trouve que oui, donc je trouve que cette idée d'anxiété, elle est intéressante parce qu'elle est assez large. Hein, et donc on a besoin de voilà, quand on écrit tout un livre, d'avoir une définition large. Et angoisse, c'est plus précis parce qu'on pense tout de suite à la crise d'angoisse qui est bien caractérisée au niveau de la psychiatrie. Vous savez, c'est le tremblement, la transpiration, la respiration bloquée ou agitée, la rétraction sur soi-même, et puis au niveau des idées, la panique, l'envie de fuir, etc. Hein, donc, anxiété, angoisse, c'est pas que ce soit fondamentalement différent, mais c'est que c'est une question d'intensité. Et puis ensuite, dans l'anxiété, il y a C'est-à-dire, souvent... c'est l'angoisse qui est plus intense que l'anxiété? C'est ça, c'est Hmm. ça. Les deux viennent de la même racine, c'est-à-dire étroit au niveau du latin. Hein. Hmm. Donc la racine latine, c'est étroit, angustus. Mais anxiété, ça veut dire un peu étroit, et angoisse, ça veut dire très étroit, dans le sens dans lequel on l'utilise couramment. Et aussi, donc, l'anxiété, c'est diffus, on parle d'un fond anxieux. Souvent, on ne voit pas bien la raison de son anxiété, alors que l'angoisse, en général, ou la peur, ou la phobie, on voit assez bien la raison. Voilà, donc ça aussi, c'est des orientations sémantiques. L'inquiétude, donc, c'est un terme qui est intéressant parce que l'inquiétude, c'est le but ou le moyen de beaucoup de voies mystiques profondes. Donc, l'inquiétude, ben, c'est ce qui bloque cette voie mystique profonde.
Et de nouveau, l'inquiétude, en général, il n'y a pas d'objet précis. C'est comme le fond d'anxiété. On ne sait pas très bien d'où ça va. Et donc, dans certaines formes de thérapie, c'est un obstacle. Mais avec la méditation ou certaines thérapies qui maintenant s'intéressent de près au traumatisme complexe, on peut travailler sur une émotion, même quand elle n'a pas de cause précise, qu'elle n'est pas reliée à un traumatisme ou à un événement précis. Donc ça, c'est important à comprendre en termes modernes. On parle de différence entre traumatisme simple et traumatisme complexe. Hein, donc, il faut apprendre aussi à gérer les traumatismes complexes et Donc, donc gérer l'inquiétude, gérer le inquiétude, fond c'est plus d'anxiété. intense, si j'ai bien compris, que anxiété et donc il y a anxiété, il y a inquiétude, comme on a dit. Donc, euh, Oui. Donc, pour moi, inquiétude, c'est synonyme d'anxiété. Et la caractéristique de l'anxiété et de l'inquiétude par rapport à l'angoisse ou la phobie, c'est que dans le premier cas, c'est plus diffus. Dans le second cas, c'est-à-dire angoisse et phobie, c'est plus relié à une situation. C'est plus précis au niveau de la cause. Hein, voilà. Mais c'est justement parce que l'anxiété et l'inquiétude ne sont pas reliées à une cause précise, facilement discernable, elles sont plus difficiles à traiter en général. uh-huh. Et puis, il faut bien avoir la perspective que la peur est reliée à notre évolution. L'animal a peur et la peur a une utilité aussi pour qu'il soit prudent. Mais en même temps, c'est difficile. Il faut faire tout un travail pour dépasser la peur. Et la non-peur complète, c'est dit clairement dans les Upanishads, c'est l'équivalent de la réalisation. Hmm. Donc voilà, c'est pas se débarrasser complètement de la peur, c'est faire tout un chemin pour diminuer la peur. Et voilà, mais dès qu'il y a de la dualité, dès qu'il y a le sentiment de la dualité, il y a une faille dans l'unité. Et de cette faille, il y a moi contre l'autre. Et quand il y a moi contre l'autre, il y a la peur qui commence. C'est dit Et clairement dans panique, la c'est quoi? Upanishad. Panique, c'est un excès de peur précis dans... Panique, oui, c'est ça, c'est une peur intense et donc c'est proche d'angoisse. Et donc, ça paralyse. Hein. La panique, ça paralyse, alors que l'anxiété habituelle, on vit avec. C'est pas agréable, mais on vit avec. Et phobie, c'est une peur ou c'est une aussi... C'est une peur centrée sur un objet, une situation, un animal. Voilà. Hein. Donc, en général, c'est assez facile à traiter les phobies. Il suffit d'associer l'objet phobique à un état de relaxation profonde. Voilà. Et à ce moment-là, quand on répète ça, eh ben, le réflexe conditionné, voir par exemple un chien noir et avoir la peur au ventre, eh ben, ça devient associé à la relaxation au ventre. Et à ce moment-là, le chien noir ne nous gêne pas. Jacques, une autre question sur le style. On sent souvent que c'est un style oral. Tu as écrit ce livre ou bien tu l'as dicté? Alors, je l'ai écrit, mais par contre, j'aime bien un style oral. Oui, c'est ça, parler simplement, comme faisait Swami Oui, Vivekananda. on te Il lit disait comme les si tu choses es en train simplement. de parler un talk, quoi. Oui, oui, oui. Hein, mais j'aime bien ce style parce que, voilà, je trouve que ça met le lecteur à l'aise. Et puis, ça désamorce justement une anxiété à propos de l'anxiété. On peut en parler simplement. Hein, on n'est pas obligé de recourir à des, des choses tout le temps entre scientifiques ou lourdes ou à des citations lourdes, etc. On peut en parler avec les mots de tous les jours. Et donc, ça désamorce l'anxiété à propos de l'anxiété. Eh bien, on Et, sent même peu de citations relativement ou comparativement avec tes autres livres. Tu cites, mais oui, un peu moins que les autres livres. oui, oui. Alors peut-être aussi que je l'ai écrit dans des circonstances où j'étais en voyage, donc j'avais pas une bibliothèque avec moi, mais aussi, bon, je suis psychiatre et au bout d'un certain temps, on peut dire des choses sur l'anxiété sans avoir à faire comme un étudiant à citer telle et telle page, à tel moment, on fait sa synthèse. Hein. Donc à ce moment-là, on peut parler directement. Et écoute, là, j'entre dans le vif du sujet et je commence à te citer pour te poser des questions à partir de tes propres situations, de tes propres phrases et de ce que tu dis. Je prends là une citation qui m'a retenu l'attention. Tu dis à la page 5, le Prozac était le deuxième médicament le plus utilisé par les Français. Même
même l'un de nos présidents a été sous Prozac. Le président est la tête du pays. Si la tête elle-même est sous Prozac, cela pose des questions. Je crois que tu parles de Chirac, si je ne me Oui, trompe c'est pas. ça. Oui, oui. Chirac qui a fini sa vie avec un déclin cognitif fort. Hein, donc, le Prozac, à mon sens, ne donne pas de déclin cognitif, mais souvent le donne avec des benzodiazépines, des tranquillisants, qui, eux, donnent le déclin cognitif et l'Alzheimer. Et, Donc, et, voilà, c'est quand même une responsabilité pour les et psychiatres une petite de donner à un question président de la là, dans ce République domaine, un Jacques. médicament qui, à la longue, va le mettre dans un état d'Alzheimer. Ben, j'ai lu une fois dans les livres, les Upanishads et la tradition indienne, on dit que le roi ou le président, c'est un miroir de la conscience collective et même un miroir innocent, donc il reflète la conscience collective. Si le Oui, ils parlaient pas de démocratie, mais ils avaient réalisé ça. Hein, hein, ils avaient déjà vu que le roi, en fait, reflétait la majorité, la conscience collective. Donc, sans parler de démocratie, il y avait déjà cette idée par derrière, quoi. oui, oui, même, tu sais, même en islam, on dit kamatakununa yuwalla alaykum, tel que vous êtes, vous aurez votre, disons, Votre roi, président ou bien votre responsable. dirigeant. D'accord, oui, 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 tout à Donc, fait, oui, oui, oui. si c'est le président, donc comment tu interprètes si le président lui-même est sous Prozac, que dire du peuple, donc, de la conscience collective de ce peuple? Oui, 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 oui. Donc, ben, dans tous les pays, il y a un certain niveau d'anxiété, mais concrètement, en France, c'est plus C'est un parce peuple que, anxieux. voilà, il y a par exemple, on est un des pays d'Europe où on consomme le plus de tranquillisants, on boit le plus de vin, où il y a le plus de suicides adolescents. Tout ça, c'est pas des bons signes pour le psychisme des Français. Et en même temps, au niveau religieux, d'après les statistiques, on est un des pays où on croit le moins à Dieu. Hein, et donc, c'est intéressant. Hein, Le pays bon, le plus athée, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. De... oui, c'est ça. Hein, c'est un des pays les plus athées du monde. Et je pense qu'il y a ce sentiment de rébellion globale, jusqu'à un certain point de négativité, de critique aussi, qui fait qu'on n'a pas d'idéal sérieux à donner aux adolescents. Du coup, les adolescents se suicident. Les adultes prennent beaucoup de Oui, mais, tranquillisants. cette laïcité même, tu sais, moi, tu me fais rappeler maintenant euh, un incident dans ma vie qui était très expressif. Je passais dans la rue d'Alésia, il y avait une sortie d'une école et des gosses de 5 à 10 ans. Euh, et il y avait un prêcheur qui avait l'intention de distribuer des évangiles à ces gens qui sont, à ces petits qui sortaient. Et les petits qui lui disaient, qu'est-ce que c'est ce machin d'évangile? Qu'est-ce que c'est que ce connard de Jésus? Moi, ça m'a fait la chair de poule. Un gosse de 5 ans ou de 7 ans et qu'il l'insulte comme ça, Jésus. J'ai trouvé que, qu'est-ce que c'est que ça, que cette éducation, ok, éducation laïque, mais on arrive à insulter les prophètes et on comprend comment on a fait avec l'islam. C'est que même peut-être hein, l'éducation, elle est anti-religieuse ou même anti-spirituelle. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. Et aussi, le problème que tu dis là, c'est que les enfants, visiblement, à 5 ans, ils connaissaient rien. Donc, critiquer quand on ne connaît rien, c'est pas éthique. Hein, il faut critiquer quand on connaît. Hein, si on connaît bien, on a le Mais droit c'est de faire qu'ils des ont appris critiques. ça, cette attitude, ils l'ont appris. Comment ils ont eu cette attitude sans avoir, je sais pas, sans l'apprendre en quelque sorte, ou sans la copiant, parce qu'ils Oui, ben, ils répètent ce que disent les parents ou ce qu'ils euh, entendent à l'école, etc. Hein, voilà, ils répètent les enfants. Oui, oui. hmm. Ok, je passe à un autre thème. Là, à la page 5 même, tu dis 3 millions de travailleurs français sont à la limite du burn-out, Du la forme burn-out, oui. de dépression liée au stress du travail. Ma question, pourquoi le travail devient-il aussi déprimant que ça? Normalement, c'est le travail qui nous sauve de la dépression. Et là, c'est le travail qui nous amène à la dépression. Oui, oui, oui. Hein, donc, il y avait cette belle phrase de Khalil Gibran, Ouais. le travail, c'est l'amour rendu visible. Et donc, Alain Chevillat, avec sa grande organisation à ciel ouvert, avait prévu
comme congrès de spiritualité indépendante à Aix-les-Bains en novembre 2021, ce sujet-là. Sauf que, enfin, lui-même devait d'ailleurs passer la main à une équipe plus jeune, sauf qu'il y a eu le Covid avec les confinements, donc ils n'ont pas pu le faire. Mais il avait donné, enfin, ou l'a mis en sous-titre, hein, donc, de ce congrès sur la spiritualité du travail. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Et donc, je pense qu'une des raisons des burn-out, c'est pas l'excès de travail, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui ont très bon moral, il y a des gens qui sont au chômage et qui sont en burn-out, mais le problème, c'est l'absence de spiritualité du travail et en même temps, et ça va ensemble, une trop grande identification au travail. Hein, les gens sont identifiés à leur position au travail et du coup, ils ont très peur des critiques des supérieurs, ils ont très peur de la mise au chômage, etc. Et à ce moment-là, ça crée une tension énorme et cette tension peut déboucher sur un burn-out. Le Dalai Lama lui-même le disait, il a fait un livre très intéressant, même ses 3 volumes. Il est interrogé par un psychiatre qu'il connaît depuis 40 ans, c'est Harold Kotler, qui était venu faire une thèse sur psychiatrie et bouddhiste tibétain, la conception tibétaine bouddhiste de la psychologie et la psychopathologie. Et il est resté en lien avec le Dalai Lama et 30 ou 40 ans plus tard, il est revenu et lui a posé les questions que lui posent tous les jours ses patients en tant que psychiatre et il a demandé au Dalai Lama ses réponses. Et alors, il a argumenté auprès de Dalai Lama que ça ferait du bien aux gens et donc le Dalai Lama a accepté de jouer le jeu. Et c'est très intéressant parce qu'il parle en des termes simples et il répond effectivement aux questions que posent les patients aux psychiatres, aux psychothérapeutes. Et alors, à propos du travail, eh ben, il insiste sur le fait qu'il y ait du chômage, que on n'est pas entièrement celui qui travaille. Voilà, il faut pas être tout notre être n'est pas dans une position dans son poste de travail, etc. Donc ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et puis sinon, la base de la spiritualité du travail, Swami Vijayanda le disait très clairement, faire les choses bien pour le plaisir de les faire bien, hein, mais pas pour des résultats tangibles à chaque fois. Et donc, c'est euh, la grande idée de la Bhagavad Gita hein, qui est répétée pratiquement à toutes les pages de la Bhagavad Gita. Fais ton travail, mais n'en convoite pas le fruit. Voilà. Alors avec du bon sens quand même, hein, c'est-à-dire faut être intelligent. Fondamentalement, on ne convoite pas le fruit du travail, mais si notre travail ne donne aucun fruit, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas comprises, hein, et donc faut rester intelligent et être capable d'être remis en question. Des fois, on fait des choses et ça, il n'y a pas de résultat. Il y a peut-être des raisons. C'est parce qu'on a mal fait les choses, qu'il y a des obstacles à la qui est profonde. Faut pas que ce soit une excuse pour jamais se remettre en question. Si on a des échecs, faut apprendre, comprendre pourquoi on les a eus et essayer de s'améliorer. D'ailleurs, dans ce sens-là, il y a une étude d'Harvard qui a été très intéressante, qui m'a été rappelée, ou enfin non, expliquée par un jeune PDG qui lui réussit très bien dans ses entreprises. Et il m'a dit qu'il avait lu cette étude d'Harvard qui disait que les entrepreneurs qui réussissaient très bien, ce n'étaient pas ceux qui, comme on pense dans les livres de psychologie populaire, avaient la pensée positive en se disant je vais réussir, je vais gagner beaucoup d'argent et qui se répétaient ça indéfiniment, un peu comme dans les livres de Napoléon Carnegie. Hein, il y a ces livres populaires, comment faire de l'argent en 10 leçons, etc. Mais par contre, ceux qui réussissaient vraiment, c'était ceux qui étaient ambitieux et anxieux. Donc l'ambition leur donnait l'énergie de départ et continue pour pouvoir aller de l'avant et l'anxiété les amenait à se remettre en question et à corriger régulièrement leurs erreurs et à partir de cela ils progressaient, ils s'adaptaient mieux à la réalité et finalement ils réussissaient mieux que les autres. Mais En ceux qui quelque étaient sorte, dans des grandes idées, c'est cette peur qui, reconnectés avec la réalité, ils ne réussissaient pas bien. en quelque sorte, donc c'est cette peur qui élève, augmente le niveau de la prudence et le niveau de l'attention. Alors, oui, c'est ça, hein, cette anxiété, à ce moment-là, est utile parce qu'elle rend prudent et puis elle amène à se remettre en question, à réviser constamment ses stratégies et comme ça, on progresse. Voilà. Donc, le problème de l'anxiété, c'est quand elle vous paralyse.
Hein, un peu d'anxiété, ça peut être aussi très proche du sens de faire les choses bien. Donc, on est conscient, on est attentif. Voilà, donc il y a une interface qui est intéressante. Et si on purifie l'anxiété, ça peut devenir une vigilance qui est très utile dans la vie courante. Mais il ne faut pas que Comment ce soit purifier négatif, il ne faut pas que ce l'anxiété, Jacques? soit des reproches permanents envers soi-même parce que ça paralyse. Comment purifier l'anxiété, donc, quand tu parles de purifier Ben, l'anxiété? comprendre qu'il y a deux parties dans l'anxiété. Il y a une partie qui, au fait, est de la prudence. Hein, on voit les choses à l'avance et puis ça nous donne de la prudence. Et ça, c'est bon. Et puis, il y a une partie qui est plutôt de la autoflagellation, de la négativité envers soi-même, qui nous paralyse. Et ça, c'est négatif. Et donc, faut apprendre à laisser tomber. Donc, en faisant la distinction entre les deux, on progresse. Ok. Et puis aussi en élargissant la conscience. Hein, à ce propos, il y avait une méditation qu'on qu'on aurait pu faire, mais on n'a pas eu le temps. Mais elle est très belle et j'ai déjà parlé de cet archétype de l'Inde, archétype fondateur de l'hindouisme. C'est Shiva. Hein, quand Shiva était au bord de la mer de lait et avec Vishnu et Brahma. Donc Vishnu prenait tout ce qui était agréable, les bonnes choses, et les belles choses. Quand Lakshmi est sortie de la mer de lait, il l'a gardée pour lui, etc. Donc, il consommait en quelque sorte. Il se dit, moi, je suis le roi des dieux et donc j'ai le droit, tout ce qu'il y a de bon, c'est pour moi. Et par contre, Shiva, enfin, il y a un moment où le poison est sorti de la mer de lait. Et là, Vishnu s'est enfui en se disant, mon Dieu, si j'avale ça, je vais mourir. Brahma aussi s'est enfui. Mais Shiva, qui avait le yoga avec lui, a simplement avalé le poison et tout ce qu'il a eu, c'est la gorge bleue. Et donc, c'est l'épisode de Shiva Nilkant, quand la gorge est Nil, gorge bleue, et Nilkant, c'est un des noms favoris de Shiva dans l'hindouisme. Et donc, l'idée, c'est que on cherche la bonté. Un Shiva, ça veut dire bon, mais on la cherche par la méditation. Donc, il y a le barattage de la mer de lait. Au début, il y a des choses agréables qui ressortent parce qu'on se relaxe, on visualise des images positives, etc. Mais au bout d'un certain temps, il y a le poison qui ressort, les choses qu'on a refoulées, etc., les traumatismes qu'on a essayé d'oublier. Et à ce moment-là, on a peur et la première tendance, c'est de s'enfuir. Et donc, là, il faut faire le yoga. Et qu'est-ce que c'est que faire le yoga? Ben, c'est avoir la gorge bleue, c'est-à-dire sentir l'anxiété dans la gorge et la relaxer complètement, la relaxer à l'infini. Et qu'est-ce que c'est que la couleur de l'infini pour nous, êtres humains? Ben, c'est la couleur de l'océan et c'est la couleur du ciel et c'est donc le bleu. Donc, Shiva, gorge bleue, ça veut dire Shiva qui relaxe son anxiété à l'infini. Et il y a aussi quelque chose qui va dans le même sens avec Shiva et sa gestion de l'anxiété. C'est Shiva Bhiksha Yatan. Yatan, ça veut dire celui qui va, Bhiksha, faire l'aumône. Donc, il est représenté comme un jeune avec une tunique en peau de bête. Et puis, donc, il a le bol à aumône et il est adossé à un tronc d'arbre. Et l'histoire raconte que les démons ont voulu attaquer la terre et Shiva aussi, qui protégeait la terre, en faisant trois villes. Hein, une ville de bois, une ville de fer et une ville de cuivre. Et c'était des villes volantes. Et donc, quand Brahma et Vishnu ont vu ces trois villes leur arriver dessus, ils ont été paniqués, ils se sont enfuis. Mais Shiva, lui, avec son pouvoir yogique, il a simplement souri et son sourire a fait s'écrouler les trois villes. Et alors donc, c'est là, comme souvent dans les récits hindous, il y a un sens de méditation très précis. Hein, le tronc de l'arbre sur lequel il s'appuie, c'est au fait l'axe central. Et en yoga, on revient à l'axe central. Donc c'est un premier travail anti-anxiété, c'est de pas partir dans tous les sens, de pas être éclaté comme on est éclaté par l'angoisse, par la crise d'angoisse. On revient dans l'axe central. Donc Shiva s'appuie sur le tronc de l'arbre. Après, on est détaché des biens Et matériels, l'axe des avis. central, c'est la colonne vertébrale, tu veux bien? Oui, c'est ça. L'arbre, c'est la colonne vertébrale. Ouais, c'est en avant de la colonne vertébrale. Oui. L'axe central, exactement. Ça monte du centre du périnée jusqu'au sommet de la tête. Donc, c'est un peu en avant de la colonne vertébrale. Donc, c'est sur cet axe central qu'on se concentre en le visualisant, en le ressentant. Et alors après, et donc c'est un repos. Hein, c'est pas un effort de se concentrer sur cet axe central. Au contraire, on conflue dedans naturellement comme des ruisseaux
confluent dans une rivière. Mm. Et puis après, donc il y a le bol à eau. Il est prêt à prendre parce que ceux qui font qui quêtent, c'est les brahmacharis. Hein, Mm. parce qu'ils quêtent pour se nourrir et nourrir leur gourou, c'est-à-dire qu'ils sont en phase d'apprentissage. Ils ne produisent pas la nourriture comme les paysans ou ils ne gagnent pas leur vie comme les commerçants, mais ils demandent la nourriture parce que voilà, on sait qu'un enfant doit étudier pour se former. Et donc, la bonne situation en méditation, c'est de pas être un gros Richard comme Vishnu qui croit tout avoir, mais d'être quelqu'un qui est dans l'humilité et qui mendie enfin, pour apprendre. Donc voilà, qui a tellement envie d'apprendre qu'il est prêt à demander de l'aide pour apprendre encore plus. Donc ça, c'est quelque chose de positif dans la méditation et dans la vie spirituelle. Voilà, et donc les trois villes qui arrivent, eh bien, on peut dire c'est les trois corps, un corps physique, corps subtil, corps causal, ou alors les trois niveaux dans notre corps physique, c'est-à-dire le ventre, le cœur et la tête, hein, avec relié, donc le ventre c'est les désirs, les instincts, le cœur c'est les relations affectives, la tête c'est la libération, hein, la conscience qui et la compréhension qui libère. Et donc, c'est aussi les trois niveaux tamas, rajas, sattva, vous les connaissez, Ouais. la léthargie, l'agitation mentale et la pureté mentale. Et à chaque fois, on va au-delà. Et comment est-ce qu'on va au-delà? Ben, c'est par les détentes qui est exprimée par le sourire de Shiva. Shiva sourit de tout ça. Et par son sourire, même des villes volantes s'effondrent complètement. Autrefois, Donc, tu as dit, Tachinat, que souvent la joie amène le sourire, et souvent c'est le sourire qui amène la joie, ou entraîne la c'est joie. ça, mais c'est tout à fait ça. Donc, Shiva avait des mauvaises expériences de méditation, comme des sortes de délires avec ces trois villes qu'il attaquait. Et ben, il a souri, il est revenu dans son axe central, il a lâché prise, c'est le signe du bol à aumône. Et à ce moment-là, il a accepté ce qui venait. C'est aussi le signe du bol à aumône. Et à ce moment-là, il y a eu la transformation et les attaques démoniaques, entre guillemets, les trois villes volantes se sont effondrées. Ouais. Et je passe à un autre thème, un autre sujet. Jacques, tu parles de la Gestalt théorie. Tu dis la page Gestalt thérapie, oui. Gestalt. Euh, la Gestalt a en commun avec le Zen l'attention à l'expérience vécue du corps dans l'instant même. Et je me rappelle quand je faisais mon diplôme de psychologie, Jacques, ben, la Gestalt, on nous donnait quelques notions, mais c'était vraiment, ben, le regard était préjugé. C'est une nouvelle thérapie, c'était dans les années 90, une nouvelle thérapie, alors quoi, on n'a pas à comparer avec la psychanalyse, etc. Eh ben, c'était vraiment comme si c'est une théorie qui débute. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de la Gestalt? Et toi qui déjà mets en valeur cette thérapie en psychologie actuellement, et tu en parles souvent. Oui, oui, oui. Donc, en fait, déjà, premièrement, c'était pas une nouvelle thérapie, hein, c'est le livre fondateur de la Gestalt par Perls et deux autres auteurs a été publié en 1951. Donc, dire en 1990 que c'est une nouvelle thérapie, c'est peut-être une nouvelle thérapie pour les professeurs qui ont lu dessus un an Oui, auparavant, donc, mais c'est pas vraiment une nouvelle thérapie puisqu'elle avait déjà 40 ans d'âge. Ça, c'est la première chose. d'accord. Et la seconde chose, c'est donc ils ont eu une intuition importante et qui ensuite a été reprise et maintenant est très développée. C'est que la thérapie verbale style psychanalyse ne suffisait pas. Il fallait passer par le corps. Voilà. Et donc maintenant, c'est le succès de la pleine conscience, c'est le succès de MBCT, c'est-à-dire Mind-Based Cognitive Therapy, c'est-à-dire il y a une place pour la parole mais c'est pas une parole par association libre, c'est une parole plutôt explicative et pédagogique et associée à la main base, c'est-à-dire à la pleine conscience, une proximité des sensations corporelles, c'est très efficace pour toutes sortes de thérapies. Et donc ça, les psychanalystes ont du mal à avaler ça parce que Mais c'est pas du tout leur justement, théorie. bah, Oui, et oui. ceux qui nous enseignaient, c'était des pro-psychanalyse, alors que il fallait, on mentionnait la Gestalt théorie, mais comme je t'ai dit, péjorativement, que voilà une Oui, théorie. oui. Mais ça, c'était la mafia psychanalytique des années 80-90 à l'université.
Heureusement, dans beaucoup d'universités, ça s'est effondré, mais il y a certaines universités où ça continue. Mais c'est du niveau de la mafia, hein, c'est pas, c'est-à-dire voilà, ils se donnent les postes les uns aux autres, ils se protègent, ils se donnent les clients, etc. Voilà, et donc heureusement il y a eu des réactions, et maintenant cette mafia est en train de tomber. Il y a eu le livre noir de la psychanalyse qui a mis ça enfin qui a montré des tas d'éléments très précis qui montrent comment ce que la psychanalyse ne marchait pas dans beaucoup de cas. Voilà qu'elle marchait bien moins bien que ce que proclamaient les psychanalystes eux-mêmes. Et puis il y a eu le pavé dans la mare de Michel Onfray, dont on a déjà parlé ici, Freud ou le crépuscule d'une idole, donc un livre de 700 pages très très bien documenté, qui déboulonne la personne de Freud et jusqu'à un certain point la théorie psychanalytique. Voilà. Mais bon, l'idée de base de la psychanalyse hyper simplifiée, écouter le patient, il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour le dire, hein, il n'y a pas de copyright sur le fait d'écouter le patient. Bien sûr, tout le monde doit écouter le patient. Et je sais que moi, j'ai appris des choses importantes sur la psychopathologie en psychiatrie qui était pas mal inspiré de la psychanalyse. Donc pour ça, il y a des choses importantes sur la compréhension, mais sur la guérison, c'est pas très efficace. C'est pas très pour la compréhension. Oui, on comprend des choses, aucun doute. Mais quand il s'agit de faire évoluer les patients, c'est lent. Il y a souvent des régressions. Les gens s'en mêlent dans leur mental, etc. Donc l'efficacité est pas si bonne. Alors évidemment, il y a l'effet de la foi. On voit de temps en temps des gens qui ont fait une psychanalyse, qui ont cru qu'ils ont découvert le poteau rose et qu'ils ont la clé pour sauver le monde. Et avec l'effet de foi, hein, à ce moment-là, il peut se passer des choses intéressantes. Mais l'ombre de l'effet de foi, c'est la bigoterie, c'est l'esprit de chapelle, etc. Et donc, il faut se méfier de ça. Et Dieu sait s'il est présent en psychanalyse. On peut le trouver dans d'autres thérapies, Dans le mais en même sujet, psychanalyse, il particulièrement faut présent. développer un peu plus quels sont les points communs ou ce qui ressemble entre Gestalt et Zen. Oui, alors donc, il y a eu des essais de mise en parallèle déjà de zen et psychanalyse. Hein, donc, il y a eu ce livre qui est un classique de Hubert Benoît, Suzuki, et un troisième, Marinetti, ou quelque chose comme ça, un nom italien. Et donc, où ils mettaient ensemble zen et psychanalyse, comme au fond avait essayé de faire Fritz Perl avec la Gestalt. Et donc, Fritz Perl avait repris cette idée de sensation corporelle ici et maintenant, qui est à la base de la Gestalt, qui est à la base aussi de beaucoup de thérapies non verbales du traumatisme actuellement, comme le MDR, comme le brain spotting, comme le FT. Voilà, hein, il y a beaucoup de thérapies qui ont prouvé leur efficacité de façon claire et qui recourent bien moins à la parole. Et quand ils recourent à la parole, c'est toujours en lien avec le corps. Et donc le corps reprend de l'importance. C'est ce que disait le Bouddha il y a déjà 25 siècles. Hein. Mais Il faut revenir au corps pour dénouer le... la Gestalt, d'où elle s'est inspirée de ce lien de revenir au corps ou les sensations. Elle les a pris d'où? Oui, tout à fait. Donc elle l'a pris hein, de la méditation bouddhiste. Hein, voilà. Et au fait, il y avait un René Alandi qui était un psychanalyste. J'ai connu sa secrétaire et elle m'a donné la biographie qu'elle a fait de son maître René Alandi. On pourrait dire c'est le second grand psychanalyste en France. Le premier était René Laforgue. René Alandi est venu. Je pense qu'il avait fait une psychanalyse avec Freud. Et il a donc il est mort plus tôt que Laforgue et à cause de la guerre, il a fui en zone libre à Montpellier. Il était déjà malade et la dernière conférence qu'il a faite, c'était avec le moine de la mission Ramakrishna. Je pense que c'était déjà Swami Siddheshwarananda. Donc en mai 1941, donc c'était des périodes difficiles, en pleine guerre. Et il a pris comme sujet bouddhisme et psychanalyse. Et puis après, il est mort. Et voilà. Donc le testament d'un des premiers psychanalystes français, c'était bouddhisme et psychanalyse, cette dernière conférence qu'il a faite. Donc c'est un symbole important. Et avant même que la psychanalyse se développe. Et une autre qui a Il y a beaucoup déjà développé la psychanalyse, c'était Marie Choisy.
Et elle-même, Marie Choisy, s'est tournée vers le bouddhisme. Bon, elle aimait bien la mystique, la philosophie, Teilhard de Chardin, mais elle s'est tournée vers Swami Shivananda, qu'elle a été interviewée à Rishikesh. Je pense qu'elle a fait un livre là-dessus. Et puis, elle a fait aussi un livre avec le Dalai Lama, et c'est Potalaï dans le ciel. Hein, et donc, c'est paru dans les années 70. C'était un des premiers livres en français sur le Dalai Lama. Et elle avait été interviewée le Dalai Lama en Inde, et elle avait fait ce livre, et elle était encore présidente d'une société de psychanalyse, et elle s'occupait de la revue française de Il y psychanalyse, a une toujours, des il y a premières revues de aussi Eric psychanalyse. Fromm, Jacques. Il y a Eric Fromm avec son livre Bouddha et Freud. Oui, c'est ça que j'ai pas lu, je devrais le lire un jour ou l'autre. Voilà, donc ben, l'idée c'était de faire une psychologie qui n'ait pas besoin des dieux ou du dieu unique. Hein. Ça, il y a un point commun effectivement entre bouddhisme et psychanalyse. Oh, un autre sujet, un autre thème, Jacques. Et tu aimes souvent, et tu cites d'ailleurs dans ton livre plusieurs fois, Mahanandamayi qui dit le non-souci, c'est la méditation suprême. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement en psychologie spirituelle? Oui, déjà, Manon Damayi fait un jeu de mots. Un Chinta, ça veut dire à la fois souci, mais aussi méditation. Parce que quand on se soucie de quelque chose, on réfléchit beaucoup dessus, on médite dessus en quelque sorte. Mm. Et donc, Chinta, ça peut être négatif sous forme de, ça veut dire anxiété, ou alors positif, méditation. Hein, ça vient de la racine Chitta qui veut dire conscience. Mm. Donc, quand on est conscience de quelque chose, ça peut être pour être angoissé à propos de cette personne, ou au contraire, méditer sur cette personne ou méditer sur cette question. Voilà, donc ça c'est le jeu de mots. Et Paramdhyana, donc c'est la méditation suprême. Et donc c'est toute l'idée de la spontanéité, hein, c'est une grande tradition, c'est-à-dire on est inspiré directement par la lumière au-delà du mental, et comme ça on se libère du mental. Sinon, la méditation, ça peut être scolaire. Souvent, les gens comprennent la méditation comme une crispation, se crispent sur l'objet de concentration. On ne veut pas de plein de pensées. Du coup, on est dans un combat intérieur permanent. Et donc, ce sont des compréhensions inférieures de la méditation. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Donc, il y a une formule équivalente très connue dans le bouddhisme tibétain, ni méditation, ni distraction. Ouais. Et dans cette formule-là, on entend par méditation la méditation scolaire qui se crispe sur des objets d'attention, sur des manières de faire, etc. et qui finalement devient un obstacle à force de vouloir bien faire. Mm. Donc, mais même si on lâche cette crispation, il ne faut pas tomber dans la distraction. Donc, c'est pour ça qu'on dit ni méditation, ni distraction. Okay. Mais il y a une thèse ou bien une idée qui m'a retenu beaucoup l'attention et que tu dis là à la page 10, tu dis la dépression d'Arjuna, le bourreau de Bouddha, tu parles des deux. Donc la dépression d'Arjuna au moment juste à la Bhagavad Gita avant de se lancer dans la guerre, ou le bourreau de Bouddha avant de quitter son palais. Burn-out, oui, de Bouddha, on peut dire qu'il a eu un burn-out, oui, c'est ça, parce qu'il a quitté C'est son... intéressant cette idée. Donc, ma question, la dépression doit-elle donc impérativement précéder un éveil spirituel? Alors, bon, c'est... Parce que Arjuna, c'était juste avant son éveil, et même le Bouddha. mais c'est ça. Et donc, dans l'évangile de Thomas, le Christ dit, heureux celui qui connaît la souffrance parce qu'il entre sur la voie ou quelque chose comme Oui, ça. oui. Bon, c'est de mémoire. En tous les cas, c'est l'idée. Hein, et donc, on retrouve cette idée un peu partout. Et c'est vrai que Swami Vijayanda disait très clairement que le problème de notre vie habituelle, c'est qu'on somnole. Et donc, la souffrance, ça vient nous réveiller. Mm. Donc, ça, c'est fondamental. Mais alors, il n'y a pas besoin, quand on est astucieux et suffisamment préparé au niveau spirituel, il n'y a pas besoin d'avoir une souffrance qui nous mène jusqu'à la C'est pas évident. dépression, au C'est burn-out. la crise, Hein, parce que on la comprend souffrance, il y avant. a une crise. C'est une crise. Si tu prends Arjuna, Mais c'est par pas une contre, oui, souffrance. une crise, c'est bien. Une crise,
Oui, avant d'arriver au burn-out, on a la crise et là, on réfléchit et grâce à ces réflexions, on évite le burn-out et on va vers une compréhension profonde de style spirituel avec beaucoup de détachement. J'ai été frappé en lisant les textes du Theravada. Il détaille beaucoup l'évolution spirituelle, l'itinéraire habituel quoi de la spirituelle et ils insistent sur une phase, il y a peut-être une dizaine de phases et ils insistent sur une phase qu'ils appellent le dégoût. Et le dégoût, pour eux, c'est très positif parce que ça permet de laisser tomber plein de choses. Et on le comprend. Hein, quand on a une vie superficielle, fast woman, fast car, fast money, il y a un moment, on est dégoûté de tout ça. Et à ce moment-là, on est mûr pour un éveil spirituel. Mais si on n'a pas le dégoût, ben on reste attaché à ça. On fonctionne plus ou moins toujours sur la même longueur d'onde et il n'y a pas d'éveil spirituel. Donc le dégoût peut être très positif. Faut pas s'en prendre aux autres, mais on est dégoûté de sa stupidité à soi, d'avoir cru à tout ça. Voilà, c'est pas un dégoût en se disant je veux pas voir les autres qui crèvent. Et ça, ce serait pas spirituel. Mais par contre, par rapport à soi-même, s'apercevoir qu'on s'est intéressé à plein de choses, voire secondaires, voire franchement négatives, et que maintenant faut changer. Ok. Jacques, tu témoignes à la page 12 pour ton itinéraire. Tu dis, je n'ai pas quitté la psychiatrie, mais je suis passé en quelque sorte du domaine du traitement à celui de la prévention qui finalement est beaucoup plus vaste. Ma question, la psychologie spirituelle est-elle donc une psychiatrie préventive selon toi? Oui, oui, oui. On prévient la souffrance et on prévient les formes maximum de la souffrance psychique, c'est-à-dire les formes psychiatriques. Hein, donc cette notion de prévention est très importante. Et je dis souvent ça, hein, que j'ai pas abandonné la psychiatrie, mais que je fais de la psychiatrie préventive, parce que finalement, en psychiatrie, il y a pratiquement pas de prévention. Hein, on peut pas mettre tout le monde en psychanalyse avec aux frais du Donc, en gouvernement. quelque sorte, c'est la psychiatrie qui est un petit peu semblable à la chirurgie. Ben c'est ça, oui. Hein, on attend que les gens aient des gros problèmes pour intervenir. Et donc quand j'étais interne en psychiatrie, j'allais donc, c'était à cette époque-là dans le 93, dans des communes du 93, et il y avait en gros sur le centre où je consultais, centre de prévention et d'hygiène psychiatrique, c'était ce genre de nom et ils disaient prévention, mais c'était sur le papier. Parce que qu'est-ce qu'on faisait en pratique? Ben, quand il y avait quelqu'un qui était déprimé, psychotique, etc., il demandait une consultation et on le voyait. Mais donc la prévention, c'était zéro. Hein, donc par contre, quand on enseigne la méditation à l'école, quand on l'enseigne dans les entreprises, là, on fait de la vraie prévention. Alors quand on l'enseigne comme je l'ai fait à certains moments dans les prisons, on fait aussi de la prévention parce qu'on fait de la prévention des rechutes, ces criminels qui sortent de prison, qui tuent quelqu'un d'autre, qui en reprennent pour 10 ans. C'est malheureusement assez souvent le cas. Et donc, il faut prévenir ça. Et là aussi, la méditation a un très grand rôle. Et, C'est comme la méditation, c'est comme se laver les dents. ouais. Quand on se lave les dents, c'est pas simplement pour avoir une bonne odeur ou pour se faire plaisir, c'est pour prévenir les caries, les abcès, les septicémies, tout ce qui peut arriver quand on se lave pas les dents. Okay. Donc, la méditation, c'est comme ça. Et la vie spirituelle, c'est du bon sens éclairé qui permettent de développer les facteurs favorables à une évolution psychique saine et de repérer les facteurs défavorables et de les diminuer. Hein, c'est la base d'enseignement du Bouddha. Selon toi, C'est, la psychiatrie, elle n'est pas du tout préventive. On tombe dans le problème et à ce moment, ben oui, 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 en pratique, c'est ça. Hein, et en plus, on diminue les moyens de la psychiatrie, donc il y a encore moins de moyens de psychiatrie préventive, parce que ça semble être du vent. Alors bon, il faut quand même nuancer. Hein, il y a l'éducation thérapeutique qui, quand elle est bien faite, peut aider à prévenir l'aggravation des patients. On leur explique plein de choses sur leur maladie, et à ce moment-là, ça évitera l'aggravation. Mais le mieux, ce serait de faire l'éducation thérapeutique, par exemple, dans le secondaire, hein, en première terminale, les adolescents peuvent comprendre beaucoup de choses et de leur donner des bases de psychologie, comment est-ce qu'on tombe dans la psychopathologie, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et là, ce serait une très bonne action. Mais comme c'est pas de la médecine, c'est pas de la psychiatrie, c'est pas de l'éducation nationale au sens maths physique, il y a un trou là.
Et le Dalai Lama l'a souligné. Et il disait, il faut faire un institut des émotions positives et introduire dans l'éducation les bases des émotions positives, à la fois les bases théoriques et les bases pratiques. Et au fait, ça devient de plus en plus facile parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui développent un consensus sur ce qu'il faut faire au point de vue de l'éducation des émotions positives, ce qu'il faut pas faire, et donc ça peut pas être accusé d'être un enseignement religieux juste à une croyance religieuse. Au contraire, tous ces consensus entre des milliers d'études de psychologie récentes, faites correctement, et ça permet de développer l'éducation positive. Mais comme la machine d'éducation est énorme et puis assez inerte, c'est pas facile à faire bouger. Mais ça vient petit à petit. Ok. Ben, tu parles à la page 12, tu dis les déprimés entre 20 et 29 ans ont autant de problèmes de santé que les non déprimés âgés de 45 à 59 ans. Les femmes Mais dépressives c'est une bonne entre statistique, je m'en 45, souvenais plus, mais elle est importante. les femmes dépressives entre 45 et 59 ont un niveau de santé équivalent à celui d'une personne de plus de 80 ans. En un mot, tu dis, tu conclus, être dépressif, c'est être vieux avant l'âge. Ma question, Oui, à quoi est dû précisément ce vieillissement prématuré et comment l'éviter? oui. Donc, il y a déjà la baisse des immunoglobulines A, qu'on a observé chez les déprimés. Et les immunoglobulines A, ben, c'est un signe de la force de l'immunité. Donc, si ça baisse, l'immunité baisse. Et quand l'immunité baisse, on a plus d'infections et plus de cancers qui viennent. Donc c'est déjà quelque chose. En plus, quand on est déprimé, on est anxieux. L'anxiété, ça fait battre le cœur plus vite. Ça donne l'hypertension artérielle, ça favorise. Hein, c'est pas toutes les fois, mais statistiquement, ça favorise l'hypertension artérielle. Et quand on a l'hypertension, puis le cœur qui bat toujours plus vite, eh bien, on a des problèmes. Hein. Alors, il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire aussi, qui sont pas bons pour la santé, manger trop, manger pas assez. Tout ça, ça favorise à la mauvaise santé des déprimés. Et puis sinon, euh, donc, il y a au niveau psychique, donc c'est très intéressant parce que on a besoin d'une immunité psychique. Et l'immunité psychique, c'est ce qui m'est venu après 40 ans de réflexion, c'est beaucoup une bonne image de soi-même. Et donc la bonne image de soi-même, ça vient quand on fait ce qu'on doit faire vis-à-vis de soi-même, ben, c'est-à-dire s'améliorer, méditer pour ça, lire là-dessus, travailler à s'améliorer. Et puis vis-à-vis des autres, ben, c'est l'action altruiste, avec le moins d'ego possible. Et donc le déprimé, ben, c'est justement ce qu'il ne fait pas. Hein, comme il est déprimé, il pense qu'il pourra jamais s'améliorer soi-même. Du coup, il abandonne complètement le travail pour s'améliorer soi-même parce qu'il pense justement qu'il pourra jamais le faire. Donc, c'est une idée finalement très pernicieuse du déprimé et ça fait une spirale descendante. Et puis vis-à-vis des autres, ben, il dit j'ai trop de problèmes, donc il faut d'abord que je résolve mes problèmes avant d'aider les autres. Du coup, il n'aide pas les autres. Du coup, il a une mauvaise idée de lui-même, une mauvaise image de lui-même, et du coup, il déprime encore plus. Donc, c'est très important que les déprimés, même s'ils n'en ont aucune envie, puissent poser des actes altruistes simples, aller voir une personne âgée que personne ne va voir, etc. Des choses qui ne leur apportent rien, parce que ça leur donnera une meilleure image d'eux-mêmes, et à ce moment-là, ils sortiront de la dépression. Voilà, et puis aussi qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein. Quand quelqu'un ne se lave plus, eh ben, il a une mauvaise image de soi-même et ça peut favoriser une dépression. Et pareil, si on fait pas la méditation, si on fait pas ce travail de nettoyage intérieur régulièrement, ben c'est à la fois un signe et enfin une cause et une conséquence de la dépression. Et ça fait un cercle vicieux de nouveau. Il y a une réflexion qui m'a retenu aussi l'attention à la page 13, Jacques, tu dis, en fait, on sait de mieux en mieux traiter la dépression, mais on sait de moins en moins ce que l'on traite. Ben, que veux-tu dire par là? Est-ce que on traite arbitrairement, c'est-à-dire la dépression?
Oui, donc l'âge, c'était une petite pointe à l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire ils fabriquent des médicaments, puis ensuite ils veulent les vendre. Et donc ils soudoient en quelque sorte les professeurs de psychiatrie pour que les professeurs de psychiatrie adaptent leur définition de la dépression, qui à la base est assez floue, aux médicaments qui veulent être vendus. Par exemple, on s'est aperçu que des médicaments donc dits antidépresseurs avaient un effet de désinhibition de la de désinhibition psychomotrice. Hmm. Et donc, les professeurs de psychiatrie ont dit très bien, sans dire qu'ils aient été influencés par l'industrie pharmaceutique, ils ont dit, bah, finalement, on a bien réfléchi, et le symptôme central de la dépression, c'est l'inhibition psychomotrice. Sous-entendu, eh ben, on a un médicament pour le traiter, et voilà, et comme ça, on va traiter toutes les dépressions. Mais au fait, ces médicaments qui donnent une désinhibition psychomotrice, ils marchent pas forcément bien. Voilà. Hein. Donc, les professeurs de psychiatrie adaptent la symptomatologie aux nouveaux médicaments qui sortent pour pouvoir vendre le médicament finalement. Donc là, il y a un conflit d'intérêts et il faut le souligner. Mais là, toi, tu dis, en fait, on sait de mieux en mieux traiter la dépression. Est-ce que c'est savoir mieux? Je dis ça apparemment, parce qu'on a des médicaments, il y a tel médicament, mais au fait, c'est pas pour ça qu'on comprend mieux la dépression. Il y a aussi l'exemple des médicaments régulateurs de l'humeur, avec comme tête de file le lithium, ensuite la dépakine et maintenant beaucoup d'autres. Et donc, effectivement, ça peut avoir une action dans certains cas. Du coup, on s'est mis à voir des bipolarités, c'est-à-dire des troubles de l'humeur chez tout le monde. Le médicament régulateur de l'humeur, le diagnostic de bipolarité. Et c'est un effet psychologique pervers, parce que si on dit à quelqu'un qui n'est pas bipolaire qu'il est bipolaire, eh ben il va déprimer, il va se dire j'y peux rien, c'est génétique, et puis il va plus rien faire pour s'améliorer. Donc, il faut beaucoup se méfier de ces diagnostics qui sont juste faits pour vendre un médicament. Bon, je pousse un Et peu le justement, trait, mais il y a du vrai là-dedans. tu parles souvent dans tes livres, celui-là et les autres, de cet abus. Et une fois, par exemple, je me rappelle, j'ai lu les somnifères vendus aux États-Unis, ça chiffre à peu près 30 milliards de dollars par an, presque pour rien, tu dis, pour, euh, pour ne pas. Ah oui, on a fait des études très précises. On a comparé l'action des somnifères entre eux et le résultat de toutes ces études, c'est que ça sert à rien. Oui, à part les barbituriques pour endormir quelqu'un pour l'anesthésie générale, là c'est différent. Mais les somnifères habituels, qui sont souvent des tranquillisants, ça fait gagner un quart d'heure, une demi-heure de sommeil, ce qui est pas statistiquement euh, significatif et en plus ça a des effets secondaires qui eux sont privés, par exemple les benzodiazépines, le Valium, le Tranxène et toute cette série-là qui sont données massivement encore actuellement, ça avance l'âge du déclin cognitif et de l'Alzheimer. Même si on prend 18 fois par an, donc ce qui n'est pas grand-chose, une pilule de ces substances benzodiazépiniques, on a prouvé que ça avance de façon significative l'âge du déclin cognitif. Donc c'est grave et donc faut le dire. En plus, il y a tellement de gens qui meurent de faim et qui sont dans la pauvreté lamentable, dépenser 31 milliards de dollars de l'argent finalement des contribuables pour des médicaments qui servent à rien, juste pour enrichir les laboratoires, c'est pas juste, donc faut le dire. C'est-à-dire un peuple qui dépense 30 milliards de dollars par an sur des somnifères, finalement, c'est un peuple qui ne sait pas dormir. Donc. Oui. Et alors donc, il faut regarder les causes du manque de sommeil, enfin de la somnie, et recommander aussi d'ailleurs les autorités officielles aux États-Unis ont compris et ils disent avant de donner des somnifères, recommander les TCA, c'est-à-dire thérapie cognitive et TCC, pardon, les TCC, thérapie cognitive et comportementale pour le sommeil, parce que c'est ce qui marche le mieux. Et simplement, si elles
marche pas, peut-être des médicaments. Mais donc c'est officiel aux États-Unis, sauf que les docteurs ne suivent pas et les patients ne suivent pas, parce que c'est beaucoup plus facile de prescrire 2, 3 pilules à un patient, puis pour le patient de les prendre, que de faire une thérapie. En plus, cette thérapie, c'est un peu austère, parce que le noyau de cette thérapie, c'est assez simple. Les gens qui ont des insomnies, souvent, ils passent longtemps au lit. Ils passent 8, 10 heures au lit, ils se disent, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir. Du coup, ça fait un cercle vicieux. Et donc, dans les TCC, on dit, ben, vous inversez. C'est-à-dire, vous fixez l'heure à laquelle vous devez vous lever, par exemple 6h30 pour prendre mon petit déjeuner, faire ma méditation, ça je rajoute, et puis ensuite partir au travail. Donc si j'ai 6h30, d'accord, vous maintenez 6h30, pas de grasse matinée, même pas le week-end, mais par contre, le soir, vous attendez d'avoir vraiment besoin de dormir pour vous endormir. Et alors, donc au début, ben les gens, ils ont besoin de dormir assez tard. Du coup, ils dorment que 4 heures, 5 heures. Et puis après, bon, petit à petit, le vrai besoin de dormir vient. Et là, ils retrouvent un sommeil normal. Mais donc, il y a une période un peu difficile pendant 15 jours, 3 semaines, où ces patients-là, insomniaques, sont encore plus en manque de sommeil qu'avant. Et donc, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans ce genre de thérapie. Faut que le thérapeute leur explique bien ce dont il s'agit, qu'ils comprennent intellectuellement et qu'ils soient soutenus pendant qu'ils font cette thérapie donc cognitive et comportementale du sommeil. Puis sinon, il y a tout ce qui est méditation, relaxation, qui aide beaucoup à retrouver un sommeil naturel. Et ça, faut le mettre en avant. Mais ça demande un certain entraînement. Et les gens qui sont insomniaques en général sont stressés. Ils pensent qu'ils ont trop à faire. Et donc, ça fait un cercle vicieux. Hein. Ils pensent ils ont trop à faire pour faire la relaxation. Du coup, ils sont encore plus stressés. Et puis, ils réussissent pas à trouver le temps. Hein, comme le disait quelqu'un de sage, le temps, ça ne se trouve pas, ça se crée. Hein, voilà. On n'a pas le temps, ben on en crée. Voilà. Et on revient à la question du boulot, du travail. Tu dis à la page 14, la majorité des dépressions semblent avoir pour origine une forme ou une autre d'épuisement. Ma question, mais souvent, c'est le travail qui nous sauve d'une dépression. Pourquoi l'épuisement, c'est lui? On est épuisé du boulot ou du travail. Oui, alors, donc là, faut élargir la problématique. Donc, on dit qu'il y a deux types de dépression psychogènes, c'est-à-dire qui sont pas liés à des gènes comme dans la dépression bipolaire, mais qui sont liés au psychisme. Le premier type, donc, c'est la dépression névrotique, et le second type, c'est la dépression d'épuisement. Donc, quand on parle d'épuisement, on parle de burn-out, épuisement professionnel, etc. Mais ma thèse, qui est simple à comprendre, c'est que la dépression névrotique est elle-même une dépression d'épuisement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la névrose? C'est un conflit constant avec soi-même. Et quand on a un conflit constant avec soi-même, ben, c'est épuisant. C'est comme un seau percé. On a beau remettre de l'énergie, ça part par en dessous. Hein, on pourrait dire que la dépression névrotique, c'est comme ça. Il y a deux points qui se poussent l'un contre l'autre très fort. Donc, il n'y a pas aucun mouvement de l'extérieur, on s'aperçoit de rien de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un épuisement qui vient assez rapidement parce que il y a une tension qui ne mène à rien, mais qui épuise quand même. Donc, ça, c'est la dépression névrotique et c'est aussi une dépression d'épuisement. Okay. Ben, toujours dans le domaine du sommeil, tu dis, et c'est quelque chose de très alarmant, la diminution moyenne du sommeil dans la population générale, on pense que depuis 50 ans, les gens dorment en moyenne 1 heure de moins à la page 15. À quoi est due cette baisse considérable du temps du sommeil et même de la qualité souvent du sommeil? Oui, oui, oui. Et puis après, on pourra parler des conséquences donc de cette diminution du sommeil. Donc déjà les causes. Hein, je pense qu'il y a la généralisation déjà de l'électricité. Hein, j'ai vécu en ermitage en Inde, à Dolchina, dans l'Himalaya, avec la lampe à pétrole ou les bougies. Eh ben, la lampe à pétrole, ça sent mauvais. Les bougies, on voit bien qu'on les brûle, donc ça coûte cher. Donc, on a tendance à se coucher tôt. Voilà. Mais avec l'électricité, ben c'est peu pas cher et puis ça éclaire bien. Du coup, on a tendance à se coucher plus tard et puis le lendemain matin, ben, on est quand même réveillé par le soleil, surtout l'été, et du coup, on dort moins. Donc il y a déjà cette chose toute simple, hein, les moines
des temps anciens. Ils se couchaient très tôt, du coup ils se levaient très tôt et ils avaient un sommeil jusqu'à suffisant. maintenant, dans les monastères chrétiens, ils couchent à 9 heures le soir maximum. Oui, c'est ça, hein. Donc là, ça fait un sommeil suffisant et parce qu'ils ont gardé une tradition d'avant l'électricité. Hmm. Voilà, alors ça, c'est une première cause. Et après, donc, le manque de sommeil, ben, peut y avoir l'envie de consommer. Hein. Les gens gagnent quand même assez bien leur vie d'habitude, enfin dans les pays qui fonctionnent normalement bien au point de vue économique, pas les pays qui sont en crise. Et du coup, ils ont de l'argent à dépenser, ils travaillent beaucoup pendant la journée et donc ils ont envie de faire la fête le soir et du coup ils ont tendance à réduire le sommeil. Hein, j'avais vu un jeune sympathique, il avait peut-être 35 ans, il réussissait assez bien à Hong Kong, il organisait des cargos, il chargeait des cargos puis il les envoyait à l'autre bout du monde et il gagnait bien sa vie. Il était un gros travailleur, donc il dormait très peu et le matin, il se levait, il prenait un gros café, puis il partait au boulot, il travaillait énormément. Et puis le soir, il faisait la fête. Et donc, il dormait 3 heures par nuit, il m'a dit. Et moi, j'étais à l'époque déjà, donc j'allais en ermitage, et à l'ashram, j'ai essayé de faire une sadhana correcte, et je dormais beaucoup plus. Et donc, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, évidemment, qui est le plus ascétique, est-ce que c'est lui ou c'est moi? Lui, il était pris par ses désirs, hein, il aimait bien, voilà, faire la fête toutes les nuits. Et puis, il dormait quelques heures, puis il recommençait à bosser sur ses paquebots qu'il fallait charger, à envoyer de Hong Kong à l'autre bout du monde. Et donc, c'est euh, c'est le paradoxe donc des bons vivants qui se privent de sommeil et ensuite attrapent des infarctus. Hein. Le manque de sommeil donne des infarctus et c'est pas l'excès de travail qui donne des infarctus, mais c'est que les gens qui travaillent beaucoup, ils ont envie de faire la fête aussi, puis d'avoir une vie sociale, donc ils prennent sur leur temps de sommeil pour faire la fête et du coup c'est à cause de ça qu'ils ont des infarctus. Quelqu'un qui serait très discipliné, qui travaillerait beaucoup mais dormirait normalement, statistiquement, il n'a pas plus de chances d'avoir d'infarctus que les autres. Donc, c'est le manque de sommeil qui donne l'infarctus, c'est pas les heures de travail. Bon, c'est schématique. Après, si on travaille dans des très mauvaises conditions, qu'on s'attrape tout le temps avec les autres, qu'on est en colère tout le temps, la colère dans le travail, oui, peut donner des infarctus. Mais si on travaille dans une bonne atmosphère, il n'y a pas de raison d'avoir des infarctus à travailler. Oui, donc, Alors après, il y a quand même une nuance, hein, et ça j'ai lu quelque chose de très intéressant. C'est un spécialiste du métabolisme. Et il s'appelle Laurent Schwartz. Il a fait un livre très intéressant sur le cancer comme maladie métabolique. Je suis son traitement là encore actuellement, jour après jour, et je pense que ça a aidé la guérison donc de mon cancer de la prostate, à compléter l'effet de l'opération. Et donc, en tant que spécialiste du métabolisme, il dit quelque chose de très paradoxal. Il dit que l'accroissement de la longueur de vie au XXe siècle, qui a été quand même assez spectaculaire, n'a pas été dû au progrès de la médecine, mais a été dû au progrès du confort, en particulier du chauffage l'hiver. Parce que on loue le mode de vie à l'ancienne où les gens travaillaient beaucoup physiquement et vivaient dans le froid l'hiver, mais ils mangeaient bien pour se réchauffer et tenir le coup. Mais le fait de beaucoup manger pour pouvoir travailler physiquement de façon intense et pouvoir avoir suffisamment de calories l'hiver pour vivre dans des fermes pas chauffées à la campagne, tout ça, ça augmente l'intensité du métabolisme et notre corps s'use plus vite, un peu comme une bougie qu'on brûlerait par les deux bouts. Et donc, lui dit ça carrément. Il dit l'augmentation de la longueur de vie, ça vient du confort, du chauffage, du fait qu'on est moins travaillé physiquement pour plutôt que des progrès de la médecine. Alors évidemment, il faut nuancer. La sédentarité, quand elle est intense, elle aussi rend malade. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Mais le paysan à l'ancienne qui travaillait comme un forçat pendant toute sa vie, il mourrait plus jeune à cause de ça. oui, mais les récup, yani, comment dire, euh, comment ça se répercute, les répercussions de ce Le manque de manque, sommeil, oui, ou bien même, il est réduit le temps de sommeil. Si je prends l'Ayurveda, elle parle des trois piliers de la santé, qui sont le diète, le sommeil et une vie sexuelle, disons, équilibrée.
Donc, le Oui, sommeil est essentiel pour la santé oui, oui. générale. Et là, on a 1 heure de moins, donc il doit y avoir un recul assez considérable de niveau de la santé générale. Oui, 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 oui. Et donc, pour donc les conséquences du manque de sommeil, donc baisse de l'immunité, hein, et puis aussi inflammation. Ça, c'est très important. On a remarqué que les gens qui dormaient moins avaient plus de substances inflammatoires produites par, en particulier, la graisse abdominale. Donc, on dit que la graisse abdominale, c'est pas bon du tout pour la santé. Enfin, trop de graisse abdominale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la forme de pomme du ventre, hein, la forme de pomme, c'est-à-dire il y a le ventre qui ressort, c'est très fréquent avec l'âge. Et ça, c'est pas bon du tout pour la santé parce que ça secrète des produits inflammatoires. On les connaît, ce sont les cytokines inflammatoires et la protéine C-réactive. Et qu'est-ce qui se passe quand ces protéines circulent dans le sang? Eh ben, ça crée l'inflammation des artères, ça favorise le craquellement de la paroi interne des artères et donc le dépôt de cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Et puis aussi, quand les artères sont inflammées, elles sont plus grosses, donc elles apportent plus de glucose aux cellules cancéreuses qui débutent, aux tumeurs cancéreuses qui débutent. Donc les tumeurs cancéreuses prospèrent, grandissent rapidement. Et puis en même temps, quand les veines sont enflammées, elles sont plus grosses à la sortie des tumeurs cancéreuses débutantes. Donc, les cellules cancéreuses peuvent passer plus facilement dans le sang et aller donner des métastases partout dans l'organisme. Donc, l'inflammation augmente considérablement les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et il faut se souvenir que les maladies cardiovasculaires représentent 40% de la mortalité et le cancer aussi 40%. Donc, l'inflammation favorise directement 80% de la mortalité humaine. Donc, si les gens dormaient 1 heure de moins, il y aurait une augmentation de l'inflammation générale et donc une augmentation de 80% des causes de mortalité. Et donc, ça se répercutera sur les statistiques. Okay. Je passe à un autre thème. Là, à la page 18, tu dis, ou bien un slogan, ce n'est pas moi qui suis déprimé, c'est mon mental qui est déprimé. Donc, si on va adopter ce slogan, ce n'est pas une sorte de création de dualité, un dédoublement entre la personne et son mental. Jacques? Jacques? On attend un petit peu le temps que la communication revient. Ah oui, ben, apparemment, il a été disconnecté. Euh, J'espère qu'il reviendra vite fait. Entre-temps, euh, on, est, on était au bout de notre entretien. Quoi faire? Je vais essayer de l'appeler. Jacques, alors tu reviens. Tu m'entends? Jacques, euh, est-ce que tu m'entends? Voilà, oui. Donc, on a été déconnecté. OK. Mais surtout toi, ton micro, Jacques. Active ton micro. Tu peux activer? D'endroit. Oui. On a été déconnecté. Donc, OK. je vais changer d'endroit. Il y a eu un problème technique. Hmm. Je vais aller dans un endroit où ça capte mieux. Je pense que. Oui, oui, ben déjà la connexion était mauvaise. Oui.
Ah, tu m'entends? Oui, là je t'entends. Oui, donc, et la question était que ben, le slogan là, que tu proposes, ce n'est pas moi qui suis déprimé, c'est mon mental qui est déprimé. Oui, Ce n'est pas une sorte de création de dualité, un dédoublement entre la personne et son mental. oui, c'est un dédoublement, mais c'est un dédoublement thérapeutique. Voilà, il y a des dédoublements qui sont pathologiques et d'autres qui sont thérapeutiques. Et là, c'est typiquement un dédoublement thérapeutique. Ah, il peut à la rigueur être souvent schizophrénique quand il y a cette dualité entre la personne et son mental, surtout que le mental, c'est un niveau de... euh, donc, un niveau d'identification assez profond, disons, de la... Oui, ben, en fait, il faut inverser les choses. Et c'est le schizophrène qui essaie de s'auto-guérir en se dédoublant. Mais comme il ne sait pas bien faire, on voit le dédoublement, mais il n'a pas l'effet d'auto-guérison. Mais si c'est bien fait, le dédoublement guérit. C'est ce qu'on fait constamment en psychothérapie. Hein, on dit, regardez vos émotions de l'extérieur, regardez ce qui se passe en vous de l'extérieur, et comme ça, vous comprendrez déjà et vous pourrez vous désidentifier. Et donc, c'est très important à faire correctement, mais c'est la base même de la métacognition, hein, cette faculté qui est le propre de l'être humain par rapport aux animaux dans l'évolution, c'est un dédoublement, Hmm. c'est-à-dire la connaissance au-delà. On se met au-delà de son mental et on l'observe de l'extérieur. Voilà. Mais donc, si dans la schizophrénie, il y a ce dédoublement et qu'il est pathologique, c'est parce qu'il aurait pu marcher, mais comme les schizophrènes ont été mal guidés, et puis pas informés là-dessus, et puis peut-être ils n'ont pas voulu non plus s'informer, à ce moment-là, leur dédoublement n'a pas marché et c'est devenu un symptôme de la maladie et non pas une thérapie de la maladie. C'est un peu comme une coquille vide. Quoi. Le dédoublement des schizophrènes, c'est un peu comme une coquille vide. Ou alors on pourrait dire, s'il n'était pas dédoublé, il serait peut-être encore pire, il se serait peut-être suicidé s'il n'avait pas eu ce dédoublement. Donc, c'est comme le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est pas parce qu'il y a un dédoublement qui semble négatif qu'il est entièrement négatif. Vu d'un autre côté, il peut être positif. Peut-être le schizophrène se serait suicidé s'il n'avait pas eu cette faculté de dédoublement tellement son angoisse était forte. Hmm. Ok, une des dernières questions. Tu parles de l'amour et addiction et tu dis une cause c'est l'échec amoureux, une cause bien sûr de la dépression. Et c'est l'échec amoureux. Ce que l'on sait moins, c'est que le succès amoureux peut l'être aussi. On parle alors de dépression post-succès à la page 19 là. Donc, et tu continues, l'espoir fait vivre et un succès est en quelque sorte la fin d'un espoir. Et donc, ma question, dans les deux cas, on récolte la dépression, si j'ai bien compris. C'est quoi la solution donc? Ne pas avoir des attentes? Oui, c'est vrai que quand on n'a rien à perdre, on est toujours gagnant. Hein, c'est une formule que je pense qu'on a travaillé un peu là-dessus au début. Et c'est ça, ne pas avoir d'attente, c'est la solution fondamentale. Mais après, donc, il faut bien construire sa vie aussi d'une façon ou d'une autre, mais ne pas tout attendre d'un événement, que ce soit la réussite à un examen, la réussite d'un diplôme, réussir à se marier, hein, le réussir à aller dans un autre pays, etc. Souvent, on met tous sur un projet et quand il se réalise, soit il se réalise pas, à ce moment-là, on est désespéré, soit il se réalise, on s'aperçoit que ça nous donne pas le bonheur qu'on attendait et à ce moment-là, on a la dépression post-succès. Donc, ce sont des choses courantes et on voit même ça chez les prêtres. Hein, mon père avait été séminariste, il connaissait très bien le milieu des prêtres dans les années 1950, 60, 70 et il disait que souvent, les prêtres trouvaient que la chasteté n'était pas facile, mais ils se disaient quand je serai ordonné, tout va être bien, je vais plus avoir de tentation sexuelle. Et au contraire, quand ils étaient ordonnés, c'était le contraire, c'était un succès de leurs études de prêtre, mais leur désir sexuel se redoublait en se disant mon Dieu, j'ai fait l'erreur de ma vie en faisant des vœux de chasteté à vie.
Et à la place de résoudre le problème, ça le redoublait. Donc ça, c'est typique de la dépression post-succès. Ils avaient un succès social avec leur ordination, religieux en quelque sorte, mais au point de vue psychologique, c'était la dépression parce qu'ils s'apercevaient qu'ils avaient 2 fois plus de désirs qu'avant et ils se demandaient comment est-ce qu'ils pourraient tenir cette chasteté pendant toute leur vie. Il faut bien comprendre ces mécanismes de compensation et de rebond finalement. Eh ben, là, une dernière